Bonsoir à tous. Vous aimez JavaScript? Ouais. Vous aimez coder? Ouais. Eh ben ça tombe mal parce qu'on va parler de soft skills avec l'art de la review. Petit sondage rapide. Qui, dans son quotidien de développeur de tous les jours, pratique l'art délicat de la review? Levez la main. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Ben, effectivement, aujourd'hui, faire des reviews, c'est devenu quelque chose de très classique dans notre métier. Et je me suis rendu compte que finalement, on en parlait assez peu, que c'était pas forcément si simple que ça, qu'on appliquait tous des règles pas forcément les mêmes et souvent assez implicites, et que, comme pour n'importe quoi, il pouvait y avoir des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques, et je me suis dit, tiens, et si j'en parlais? Je me présente d'abord, je m'appelle François Guillot, je suis lead dev chez Capcar, et ça fait quelques années que je suis lead dev justement, et dans mon quotidien à moi, bah, je suis amené à faire pas mal de reviews et à pas mal contrôler le code de mes petits camarades de classe. Et pour commencer, je vais raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé ce métier il y a 16 ans, sur mon tout premier projet, le lead dev justement avait développé une petite application avec un frontal web où on pouvait saisir des phrases avec des placeholders, où on pouvait mettre dans le placeholder le nom du développeur et le nom du projet, que répétait un lapin Lamastag. Je ne sais pas si vous avez connu le lapin Lamastag. Pour les moins vieux d'entre vous, c'était l'ancêtre de Alexa et Google Home. C'était un lapin auquel on se connectait en Wi-Fi et qui pouvait répéter avec une voix artificielle ce qu'on lui faisait dire. Et mon lead dev l'avait branché à GitHub. Et du coup, enfin à TFS, pardon, à TFS à l'époque. Et du coup, quand on committait des choses sur le projet, bah, si ça passait bien le build, il y avait le Namaste qui disait ouais, bravo François, bravo pour ton build, il est super. Et si on faisait des conneries et que le build pétait, ça disait Chuck Norris n'est pas content, tu as pété le build de François, répare-le immédiatement. Et pourquoi je vous en parle? Bah, parce que ça a contribué à mettre une super ambiance dans l'équipe. Et on va beaucoup parler de ça justement ce soir. Moi, j'estime en tant que lead dev que mettre une bonne ambiance dans mon équipe et faire en sorte que les gens bossent dans des bonnes conditions, ça fait partie de mon rôle et c'est important. Et la review fait partie aussi des choses auxquelles il faut faire attention justement si on veut qu'il y ait une bonne ambiance. Je précise que dans ce talk, il y aura pas mal d'opinions parce que forcément, j'ai une opinion sur le sujet. Après, vous ne serez pas forcément d'accord. Vous pourrez poser des questions à la fin. On pourra en discuter après autour d'une pizza et on pourra en débattre pendant des heures si ça vous fait plaisir. C'est pas du tout le problème. Du coup, on va parler, alors normalement, on parlait d'intégration continue, mais comme mon talk est un peu long, j'ai coupé quelques slides. Mais par contre, on va parler de contrôle de source, d'encadrement des équipes et donc beaucoup de soft skills ce soir. Un peu d'histoire d'abord. Je ne sais pas si vous avez connu les ancêtres de Git. Aujourd'hui, on va pas se mentir, l'écrasante majorité d'entre nous utilisent Git, je pense. Moi, j'ai commencé dans le monde .NET, donc j'utilisais TFS. J'ai utilisé un peu SVN chez un client une fois. Et à cette époque-là, bah, il y avait juste une branche master. Il n'y a pas de branche d'ailleurs, de manière générale. Quand on voulait travailler sur un fichier, si un collègue travaillait déjà dessus, il était loqué. Donc il fallait aller voir le collègue, taper sur l'épaule et lui dire tu peux déloquer le fichier pour que je fasse une modif d'une ligne pour ce que je suis en train de faire, et après tu pourras reloquer le fichier pour toi-même si tu veux. Il n'y avait pas de commit, il n'y avait pas de merge, et il n'y avait pas de review évidemment. C'était open bar, tout le monde poussait sur la branche, ça partait en prod tout de suite, et si on pétait la prod, et bah c'était pas grave parce que de toute façon on peut faire que comme ça. Et du coup, ouais, voilà, il n'y avait pas de PR, pas de MR, il n'y a pas de PRMR, hein, c'était le Far West, hein, voire la préhistoire. Est arrivé Git, avec tous ses copains GitHub, GitLab, Bitbucket, utilisez ce que vous voulez, c'est les plus classiques. Et ça a changé pas mal de choses, et avec ça sont arrivés effectivement bah, les PRMR et l'art de la review. Donc là, normalement, il y avait la partie où je parlais de CI/CD pour préparer les reviews en amont, comment faire les descriptifs des PRMR pour faire gagner du temps, comment concevoir les tickets sur Jira, Trello, tout ce que vous voulez. J'ai coupé ça, c'était pas très long, mais c'était pas indispensable. Mais les reviews, justement, pourquoi on en fait d'abord des reviews? Bah, pour commencer, pour assurer la consistance, la performance et la qualité du code, pour faire en sorte que le code soit fiable. Moi, je suis très partisan du principe que le code est à tout le monde. Tout le monde a le droit de modifier quelque chose, mais il faut savoir respecter les règles de codage qu'on a mis en place dans l'équipe. Donc pour ça, vous avez des outils comme Prettier ESLint, dont je parlais dans les slides précédents, mais la review, ça permet justement d'assurer que tout le monde respecte bien les règles qu'on a mis en place. La review, ça permet aussi de progresser. Quand vous faites la review du code d'un petit camarade, ben, vous pouvez voir comment il code et vous pouvez peut-être découvrir des choses sur de nouvelles bonnes pratiques, des outils que vous ne connaissez pas, des manières de faire que vous ne connaissez pas.
Oh, c'est quoi ce symbole? Oh, une expression lambda? J'avais jamais vu ça, c'est incroyable. Et c'est aussi pour ça que c'est important. Pourquoi les reviews? Bah parce que personne n'est parfait, hein. J'ai encore poussé de la merde en production il y a une semaine. Mon boss qui est là, non, ah, tu veux pas que j'en parle? Non? A aussi poussé des conneries en production la semaine dernière. On bosse assez vite, hein, mais personne n'est parfait et c'est important de bien regarder ce qui est fait dans les reviews pour justement éviter ça. Mais les reviews c'est chiant, bah oui, beaucoup de développeurs trouvent que les reviews c'est plutôt chiant, mais encore une fois, ça fait partie intégrante de notre métier aujourd'hui, c'est important et c'est important de les faire bien et vous pouvez pas y couper quoi. Il y a des équipes qui bossent sans review, mais souvent c'est des mecs qui bossent tout seuls. Et comme je dis souvent, l'époque où les développeurs c'était des gros barbus à qui on glissait un sandwich sous la porte de temps en temps pour les nourrir et qui codaient tout seuls dans leur coin, c'est fini. Maintenant, on bosse en équipe, il faut être collaboratif, il faut être à l'écoute de ce que les autres ont à dire et il faut comme ça bah, savoir accepter la critique et savoir aussi la partager. Donc comment faire une review? Bah, d'abord, en général, si vous voulez faire une review, il faut mieux attendre que la CI soit passée, parce que si elle passe pas, c'est peut-être qu'il y a des problèmes dans le code, que les tests unitaires passent pas, qu'il y a des problèmes de lintage. Donc il vaut mieux que celui qui a conçu sa PRMR repasse dessus pour corriger ce qu'il y a, parce que ça, il peut être amené à faire beaucoup de modifications et c'est couillon de reviewer du code qui va encore bouger. Et ensuite, bah, sous quel délai faire une review? Alors c'est vrai que des fois, on est amené à attendre longtemps. Enfin, on crée la PR et puis un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, il se passe rien, personne ne passe dessus. Alors en général, quand les gens mettent très longtemps à review ce que vous avez fait, c'est pas bon signe, ça veut souvent dire que vous avez fait une PR beaucoup trop grosse. Après, des fois, c'est un peu inévitable. Quand on fait des choses un peu complexes qui touchent à beaucoup de choses dans le code, on fait des PR grosses, on essaye comme on peut de découper son travail, mais c'est pas toujours évident. Les bonnes pratiques que moi j'ai vues pour les délais pour faire les reviews, c'est quand vous avez fini de faire une feature, avant d'attaquer une nouvelle feature, vous allez voir s'il n'y a pas des reviews dans l'attente. Et s'il y en a, bah vous vous en occupez. Ce que j'ai vu aussi parfois, c'est imposer des temps de review. C'est-à-dire dire, quand on arrive le matin, on fait le daily, puis dans la foulée du daily, on va voir s'il y a des reviews à faire, et on les fait. Ou alors après la pause déjeuner. Ça, c'est un peu artificiel, je trouve, personnellement. Mais ça peut aussi fonctionner. Si vous voyez que les gens mettent de la mauvaise volonté à faire les reviews, vous pouvez comme ça leur dire, à cette heure-ci, on fait d'abord les reviews avant d'attaquer autre chose. Combien de reviewers par PR? Alors, moi, ce que j'ai constaté, donc ça dépend de la taille de l'équipe, ça dépend aussi si votre équipe est très senior ou pas. S'il y a beaucoup de juniors, c'est peut-être mieux de faire passer plusieurs personnes dessus. Et ça dépend de si vous leur faites très confiance. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que si vous mettez plusieurs reviewers par pair, souvent le premier va faire le boulot, et le deuxième va passer, il va dire « Ah, Jean-Pierre est déjà passé, il a approuvé la paire, c'est qu'il a dû faire tout ce qu'il fallait pour vérifier que ça marchait bien, donc j'approuve moi aussi. » Du coup, ça sert à rien. Et ça, on va beaucoup en parler dans la suite du talk, mais ça dépend aussi où vous mettez le curseur en termes de vélocité et d'aide technique. C'est-à-dire, si vous voulez aller très vite, vous mettez un seul reviewer, mais vous risquez de vous taper plus de dettes techniques en production et plus de bugs, inévitablement. Combien de temps consacrer à une review? Alors ça, c'est un sujet intéressant et important. Moi, ça m'arrive, pas très souvent heureusement, mais de passer une journée entière à faire une review de PR. Si c'est une très grosse PR qui touche à beaucoup de choses, le code est très complexe, qui est compliqué à tester, il faut que je mette ma machine dans une configuration très particulière pour pouvoir la mettre exactement dans l'état, ou pour peut-être reproduire un bug qui est très compliqué, qui arrive rarement. Passer une journée entière à faire une review, bon, ça n'arrive pas super souvent, mais ça peut arriver, et c'est pas anormal. Je vois beaucoup de gens qui font les reviews en 10-15 minutes, j'ai un petit coup d'œil rapide, ça a l'air d'aller, bon bah c'est bon, je valide, j'approuve. Non, non, passer 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée entière à faire une review, c'est pas du tout anormal, et ça fait partie du métier encore une fois. Donc faut pas avoir peur. Parce que si vous passez pas suffisamment de temps à faire les reviews, vous allez vous taper plein de dettes techniques. Ah, une autre question importante. Petit sondage rapide, faut-il lire chaque ligne de code quand on fait une review? Bah oui, sinon c'est pas une review. Alors je parle pas de package lock.json, hein, vous n'allez pas vous amuser à vérifier les fichiers de lock, mais faire une review, ouais, c'est lire tout le code, mais tout le code. Si vous skippez rapidement les fichiers en disant ouais ça a l'air bien, ouais ça a l'air bien, ouais ça a l'air bien, c'est pas une review. Faire une review, c'est lire vraiment tout le code qui a été ajouté à la base de code, voire plus d'ailleurs.
En l'occurrence, est-ce qu'il faut check out le code? J'ai bossé dans une équipe où le CTO voulait à tout prix qu'on check out le code pour faire une review et qu'on teste la fonctionnalité en la faisant marcher sur notre machine pour être sûr qu'elle fonctionnait. Et je pense qu'il n'avait pas tort. En l'occurrence, moi je ne pense pas qu'il fasse check-outer systématiquement le code. Ça dépend énormément de ce qu'il y a dans l'APR. Si c'est une ligne de code avec une modification orthographique, vous n'allez pas vous amuser à check-out le code pour lancer le site, pour aller vérifier que la modification orthographique apparaît bien sur le site. Vous pouvez voir dans le code que oui, c'est corrigé, quoi. À moins que miraculeusement le mec ait corrigé la faute orthographique au mauvais endroit dans votre code. Mais là, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez des fichiers qui servent à rien et qui ne devraient pas être là. Mais pour des paires à peu près normales où il y a pas mal de modifications et ça rajoute une feature ou ça corrige un peu quelque part, check out le code et lancer le code et le tester vraiment dans des conditions normales, pour moi c'est effectivement indispensable. J'en parlais dans les slides précédents, mais c'est quoi déjà Ouais, il faut check-outer le code, le récupérer et le lancer, c'est plutôt normal. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne quand vous arrivez dans une nouvelle boîte, pour bien montrer que vous êtes le mal alpha et que vous êtes le nouveau propriétaire du code. Vous faites un gros checkout master, rebase interactif sur route, vous squashez tous les commits, et vous faites un push force sur origin master, vous l'appelez archive. Ça, tout l'ancien code, c'est archive, et tout le nouveau, c'est vous qui allez devenir le boss. Que faire en cas de grosse PMRR? Évidemment, grosses PMR, comme je l'ai dit, il faut essayer de les éviter au maximum. Ça dépend de comment vous concevez les tickets et ce qu'il y a à faire en amont, mais des fois c'est un peu inévitable. Ce que nous on fait notamment chez Capcar et qui marche plutôt bien, c'est que si on voit qu'une PR est gigantesque et que ça va prendre beaucoup de temps de la review, on demande au mec qui l'a écrite de faire ce qu'on appelle une code review, c'est-à-dire de faire un petit meet où il va nous montrer ce qu'il a fait, son code, éventuellement le lancer pour nous faire une petite démonstration, et, justement nous expliquer un peu quelle est la partie la plus importante du code à regarder, quel choix il a fait, comment il l'a fait. Et nous, du coup, en live, on peut lui dire, voilà, attention, tu as oublié une point virgule, ou d'autres trucs. Et ça fait toujours gagner du temps. On fait quand même une vraie review derrière, mais déjà, ça permet de mieux comprendre la philosophie de ce qu'il a fait et gagner pas mal de temps. Car l'union fait la force, effectivement. Ça, c'est pas forcément une bonne pratique, mais c'est normal de considérer que s'il y a un bug qui apparaît ensuite en production suite à une feature qui a été développée, bah, c'est autant la responsabilité de celui qui a développé le code que celui qui l'a review. Parce que, encore une fois, la review c'est important et il faut le faire sérieusement. Chez Capcar, un bug en production, c'est 10 coups de fouet. 5 codes pour le qui a développé le code, 5 coups pour celui qui a fait la review. Normal, c'est le tarif. N'est-ce pas? Quand ne pas réclamer de review? Est-ce que les reviews c'est obligatoire? Est-ce qu'il faut toujours faire des reviews? Quand on est chef, pas besoin de faire de review, on pose directement en prod. Non, je déconne. Bah, quand il n'y a rien à review, si vous faites juste une modification, une faute d'orthographe, sincèrement, moi je dis toujours à mes développeurs, faites pas de review déjà, puis surtout pas de PR, c'est pareil. C'est sur master, je m'en fous. Moi je les verrai passer, je surveille ce qui se passe sur master, j'ai GitKraken, je vois toutes les PR passer, enfin tous les commits. Hein. Enfin après c'est encore une fois une très opinion, hein, mais j'ai vu des boîtes qui se disaient systématiquement, non, non, PR, review, même si c'est une ligne de code, il faut. C'est important, très important. Non, c'est pas important. C'est perdre du temps à tout le monde. Le temps de créer la PR, remplir le descriptif, machin. Souvent, il faut mettre le lien vers le ticket Jira, etc. Tout ça pour ça? Non. Et justement, le message, c'est ne déresponsabilisez pas les développeurs. J'ai passé dans plusieurs boîtes où on déresponsabilisait à mort les développeurs en contrôlant tout ce qu'ils faisaient, en faisant des reviews. Il fallait que 3 personnes passent sur chaque PR. Il fallait forcément faire une PR. Il fallait forcément faire de la review. Il fallait passer par 1 million d'étapes avant de pouvoir pousser son code sur master, alors que des fois c'était vraiment des choses ridicules, où il était évident que ça marcherait, et ça pouvait pas casser le code, d'ailleurs c'était des corrections de fautes d'orthographe, et c'était un peu ridicule. Je pense sincèrement que l'écrasante majorité des gens veulent bien faire, et qu'il faut savoir leur faire confiance tout simplement. Comment formuler vos commentaires? Alors ça aussi c'est un débat qui a lieu souvent dans les équipes où je passe, c'est est-ce qu'on commente dans les PR en français, en anglais ou en espéranto? Alors, je vois beaucoup de gens dans des équipes 100% francophones commenter en anglais. Pourquoi pas? Sincèrement, moi j'ai rien contre. Mais souvent, ce que je dis aux gens, c'est si vous écrivez mal en anglais et que c'est pas facile de comprendre ce que vous écrivez en anglais,
par pitié, écrivez en français, quoi. J'ai bossé dans des équipes où c'était 100% français, les mecs écrivaient en anglais, on comprenait pas ce qu'ils disaient. Alors évidemment, c'est dans des équipes internationales, oui, ils mettaient de l'anglais, c'est normal. Mais dans une équipe 100% francophone, ce qui est souvent le cas quand même, en France, français. Ou vous avez fait au choix, hein. Moi, je trouve un commentaire en anglais, je réponds en anglais ou en français d'ailleurs, mais il n'y a pas de problème. On va en parler davantage dans la suite, mais dans mon commentaire, bah, soyez diplomate et apprenez à formuler vos remarques. Donc à gauche, ce qu'il faut faire, à droite, ce qu'il faut surtout pas faire. Soyez pas cynique, soyez pas toxique, parce que vous avez vraiment niqué l'ambiance. Ça, j'ai vu faire aussi, hein. Il y a des spécialistes de ça. Alors, je me suis rendu compte, notamment personnellement, que des fois, je mettais beaucoup de commentaires dans des reviews et pas forcément des choses qui étaient vraiment importantes. Et j'ai commencé à réfléchir à comment je pourrais essayer d'améliorer ça et aider aussi mes petits camarades à améliorer ça. Il y a une approche qu'on appelle le must do, should do, could do, que d'habitude on applique plutôt sur la conception de projet. C'est l'approche où on se dit qu'est-ce que je veux vraiment mettre dans mon MVP, qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon MVP qui pourrait être pas mal, mais si ça dépend si j'ai le temps, et qu'est-ce que je pourrais mettre, mais en fait, en réalité, on s'en fout un petit peu, c'est le coup de doux. Si vous réfléchissez comme ça, vous pouvez vous dire, le must-do, c'est ce qui est indispensable. C'est-à-dire, vous avez vu un bug, il faut le corriger, forcément. Vous avez vu une faute d'orthographe, faut le corriger, forcément. Vous voyez un écart par rapport au ticket Jira ou au Trello de ce qui était attendu, il fallait mettre un bouton bleu, le mec a un bouton rouge, c'est un must-do. Le mec s'est gouré, vous lui dites, non, le bouton, il devrait être rouge. Les should-do, c'est, vous voyez des choses qui pourraient être améliorées, notamment du refactoring. C'est pas complètement indispensable, la feature fonctionne quand même sans ce refactoring, mais vous pensez que ça serait quand même bien parce que ça permettrait d'améliorer la qualité du code. Ça, c'est un should do. Vous devriez le mettre. Et les coups de doux, c'est les chicaneries. Vous pensez que personnellement, vous voyez, aujourd'hui c'est la pleine lune et du coup, je pense que la variable, si elle s'appelait plutôt Toto que Titi, ça serait mieux. Si vous réfléchissez et que vous vous dites c'est un coup de doux, en réalité, ça n'a absolument aucune importance. C'est probablement que vous ne devriez pas le mettre dans la review. Si vous êtes en train de chicaner. Et on va pas se mentir, on chicane tous un petit peu de temps en temps. Mais ça peut vous aider à justement réfléchir à des trucs qui ne sont pas vraiment importants à mettre. Euh, des fois, on fait la review, et puis on voit du code, et on dit « Ah, Burke, c'est un junior qui l'a écrit, et bon, il est jeune, hein, il apprend. » Et on se dit je vais lui montrer comment réécrire le code, et faire beaucoup mieux. Mais un junior, ça a besoin d'apprendre. Donc des fois, c'est mieux de lui dire je pense que tu gagnerais à refactoriser ta fonction en mettant moins de paramètres, ou en mettant moins de if, ou en inversant les if pour pas avoir une cascade de if, en mettant du return or leave, des choses comme ça. Essayez de lui expliquer comment il pourrait l'améliorer et laissez-le l'améliorer lui-même plutôt que de lui filer directement dans la review. Tiens, voilà, je l'ai réécrit, le code il est là, tu prends, tu copies-colles et c'est fini. Et d'un autre côté, si vous voulez un truc très précis, vous savez exactement ce que vous voulez, et que vous avez passé 1 heure en vidéo sur Meet ou sur Discord à lui expliquer, alors bon, tu comprends, tu sais, si tu faisais un tableau comme ci, comme ça serait mieux. Filez-lui le code, expliquez-le lui quand même pour qu'il comprenne, et tout le monde gagne du temps. Après, c'est à vous de trouver l'équilibre entre je réécris ou je lui explique juste ce que j'aimerais qu'il fasse, sans forcément tout lui filer tout cuit. Un conseil que je vous donne, qui est vachement important, quand l'auteur d'une PR a fait du bon travail, dites-le lui. Non mais c'est vrai, il n'y a pas que vos parents qui ont le droit de vous faire des compliments, hein. Et puis si vous voulez mettre une bonne ambiance dans votre équipe, dites aux gens qu'ils ont fait du bon boulot. Et en public de préférence, hein. Moi on m'a appris un truc en management qui est vachement important, sincèrement je le pense. On fait les compliments aux gens en public et on leur fait les remarques désagréables en privé. Quelqu'un arrive trop souvent en retard le matin, vous le prenez à part, en privé, pour lui dire écoute, ça serait bien que tu arrives un peu plus tôt. Mais si vous voulez lui dire t'as fait du super bon boulot, elle est super ta PR, le code il est nickel, il n'y a rien à refactoriser, il n'y a pas un seul bug, c'est nickel, on peut l'envoyer directement en production, dites-le lui déjà et dites-le lui en public. Et c'est même pas cynique de dire ça, c'est important de dire aux gens qu'ils ont fait du bon boulot, sincèrement. De manière générale, travaillez vos soft skills. J'ai parlé tout à l'heure du développeur à qui on glisse un sandwich sous la porte. Encore une fois, c'est devenu super important de savoir communiquer, de savoir collaborer, de savoir parler avec ses collègues pour trouver les meilleures solutions à des problèmes qu'on a au quotidien. Et c'est vachement important. J'ai lu un post de blog il y a quelques années qui était vachement intéressant où un mec disait en
fait, la plupart des développeurs font ce qu'on appelle de l'informatique de gestion, c'est-à-dire des formulaires, on envoie les infos au serveur, qui les copie dans la base de données, et répéter, 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 répéter. Ça fait 16 ans que je fais ce métier, sincèrement, j'ai quasiment jamais fait de mathématiques. J'ai dû calculer une fois une tangente. Une fois. Mais par contre, je me suis rendu compte que être quelqu'un de littéraire dans ce métier, ça sert vachement. Savoir bien écrire, bien communiquer, bien s'exprimer et parler aux gens, être à l'aise en société ou devant une assemblée, ça va vous faire progresser à mort dans ce métier et pouvoir taper dans des jobs à grosse responsabilité. C'est très très important d'avoir des bonnes soft skills quand on est développeur de nos jours. Encore une fois. Qu'est-ce qui peut être anormal quand on fait des reviews? Si vous avez peur de faire des retours, ça j'ai vu. J'ai vu des développeurs qui n'aiment pas qu'on leur fasse des retours, ils sont pas contents, oh là là, non, non, ça me plaît pas. Du coup, les autres développeurs ont peur de leur faire des retours. Il y a un problème, il faut leur parler, il faut dire, écoute, faut que tu apprennes à accepter la critique, faut que tu apprennes que tu fais des erreurs dans ton code, que tu peux le refactoriser. Et il faut dire aux autres développeurs, bah non, n'ayez pas peur, faites vos retours. Après, peut-être que vous chicanez un peu, donc réfléchissez quand même à ce que vous faites, parce que ça peut être peut-être un peu trop violent ou trop agressif, parce que vous l'exprimez mal, justement. Mais c'est pas normal que les gens aient peur de faire des retours. Si vous répétez à vos développeurs les mêmes consignes encore et encore et encore, peut-être que vous avez besoin de faire une belle page Notion avec des règles à appliquer sur le code, sur ce que vous attendez, parce que ESLint et Prettier ne peuvent pas tout faire. Et des fois, c'est important que moi, par exemple, j'insiste toujours pour que mes développeurs mettent des espaces insécables avant les signes de ponctuation. Faut pas que les PM viennent me voir après pour dire oh là là, regarde, là, il y a une ligne, quand elle s'affiche, le point d'interrogation, il va tout seul à la ligne. Espace insécable, tout le temps. Ça, à force de le répéter, j'en ai eu marre, je l'ai mis sur Notion, je leur ai dit voilà, dorénavant, vous savez, c'est écrit dedans, espace insécable sur les signes de ponctuation. Si vous avez des difficultés à découper votre travail, c'est peut-être que justement vos tickets Jira sont mal conçus. Alors c'est pas facile, hein, je suis bien passé pour le savoir, mais peut-être que vous devriez essayer de découper en plus petites tâches, plus ciblées, mettre des feature flags éventuellement pour que ça parte en production, sans être activé, pour pouvoir ensuite continuer la suite et faire des choses plus courtes qui sont plus rapides à review. Si on modifie vos OPR sans vous en parler avant, c'est pas très normal parce que le code appartient à tout le monde, mais c'est vos PR à vous, c'est vous qui en êtes responsable, c'est à vous de faire les modifs quand on vous demande de les faire. Si quelqu'un passe et s'amuse à tripatouiller et tout, c'est pas très normal. Mais du coup, quand est-ce que c'est acceptable, malgré tout, de modifier la branche d'un autre? Déjà, non, toujours pas. Quand il est indisponible, alors ça c'est un grand classique, hein, vous avez un collègue qui part en vacances au Venezuela pendant 6 moas, c'est la fête, il fait le tour du monde. Vous n'avez pas laissé, alors normalement quand on part 6 mois, on essaie quand même de finir son boulot avant de partir, hein, s'il vous plaît, mais si il est parti, il n'a pas pu finir malheureusement ce qu'il avait fait, vous avez le droit de reprendre ce qu'il a fait et de le terminer. Ça c'est complètement acceptable. Si vous êtes en train de faire la review, ça m'est arrivé encore hier je crois, j'ai dit ah c'est pas mal ce qu'il a fait, mais essayez de faire comme ci comme ça, est-ce que ça serait pas mieux, est-ce que ça serait plus performant? Vous faites, ça marche bien, et en fait le code il est là, il est fait, il est fini. Dans ces cas-là, ouais, ça peut être bien de le verser directement à la branche plutôt que d'aller lui mettre un commentaire ou lui filer en plus directement le code et lui dire tiens vas-y mets ça, copie-le dans le code. Vous avez déjà fait, vous avez la branche sous la main, vous pouvez rajouter un commit. Mais par contre, c'est toujours mieux de demander avant. Moi dans ces cas-là, je vais voir le mec sur Discord et je lui dis voilà, j'ai fait des tests et tout, ça marche bien, c'est performant, est-ce que je peux ajouter ce que j'ai fait? Je peux lui présenter en vidéo et lui dire est-ce que je peux ajouter un commit à ta paire? C'est acceptable. Mais il faut en parler avant, c'est quand même vachement plus poli parce que j'ai vu des mecs passer sur des PR et dire allez, c'est la fête, je suis chef, j'ajoute du code. Non, non, c'est pas très poli de faire ça. Comment on reçoit les commentaires? Déjà, j'aurais pas dû mettre ça parce que la pauvre elle est morte, mais bon, j'ai préparé ça il y a longtemps déjà. Il faut surtout partir du principe que ça n'a rien de personnel. C'est pas vous qu'on attaque. C'est même pas votre code qu'on attaque, on attaque rien du tout en fait. On partage avec vous des critiques qui idéalement sont constructives. Il ne faut pas le prendre personnellement. Vous êtes peut-être junior, même moi j'ai des choses encore à apprendre. On fait des remarques des fois, j'en tiens compte parce que je me rends compte que je ne suis pas parfait et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans ce métier encore. Mais si ça devient personnel, comment on gère le conflit? Alors normalement je lis ce qu'il y a écrit, mais je ne vais pas le lire ce soir pour aller plus vite. Qui a dit ça? Qui a insulté un mec qui avait fait une contribution au noyau Linux? Gagné. Linux Torvald a très mauvaise réputation, il s'est un peu calmé depuis, mais il avait la réputation d'être assez sec et assez toxique avec les gens qui participaient au noyau Linux. Quand il n'aimait pas ce que vous aviez fait, il le disait avec ses mots à lui et pas très gentiment.
Il s'est un peu calmé par la suite. Il s'est rendu compte justement, c'est un garçon intelligent, que bah, il avait une mauvaise attitude. Il a pris, je crois, à un moment donné, 6 mois de congé sabbatique, où il a pris le temps de réfléchir justement, il s'est rendu compte qu'il y avait des choses sur lui-même qu'il devait travailler et qu'il devait améliorer. Quand il est revenu, il a un peu changé de discours, il a dit bon quand même, rendez-vous compte, je suis le responsable du Linux, c'est un truc international, c'est très important, j'ai beaucoup de pression, ce qui n'est pas faux, hein, mais ça n'empêche pas que bah, il avait une attitude pas terrible et il a fait l'effort justement de s'améliorer. Donc comment on gère le conflit? Bah, moi, je pense que si vous préparez bien le terrain dès la phase de conception, vous allez justement limiter les conflits parce que ce qu'il y aura à faire sera très carré et très clair et les gens, du coup, ne seront pas là à débattre. Attends, t'as fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça, ou le bouton il est bleu, moi ça me plaît pas, j'aurais plutôt fait rouge. Si les choses sont bien préparées en amont, il y aura déjà un peu moins de problèmes. Si il y a un conflit avec un de vos collègues, bah, euh, encore une fois, il faut être collaboratif. Collaboratif, ça veut dire qu'il faut écouter calmement ce que les autres ont à dire. Il faut essayer d'en tenir compte. Il faut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment raison? Il ne faut pas s'accrocher à son idée parce que c'est la vôtre. Les gens peuvent avoir raison. Donc écoutez calmement ce que les gens ont à dire et réfléchissez bien à ce qu'ils disent parce que ça peut être intéressant. Argumentez pour défendre votre position. La position j'ai raison, c'est pas une position. Donc si on vous dit de défendre ce que vous avez fait, il faut argumenter, c'est normal. Si le temps presse, ça arrive, vous avez fait un truc, c'est dégueulasse, ça mériterait un gros refactoring, mais la production est en feu. Bah oui, dites-le. Les gens ne sont pas forcément au courant. Si ce que vous avez fait, vous avez besoin de le pousser en production rapidement, dites non, 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 mais attends, on verra plus tard le refactoring là. D'abord, je corrige le bug en production qui fait que la base est en train de se remplir de données pourries. Et si vous avez encore une fois des problèmes de conflit, n'hésitez pas à faire intervenir, pas forcément votre manager dès le départ, mais plutôt le reste de l'équipe. Vous dites, bah, on n'est pas d'accord toi et moi, faisons intervenir le reste des développeurs pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Peut-être que vous allez vous rendre compte que justement le reste des développeurs est d'accord avec votre interlocuteur et que c'est vous qui avez peut-être tort. Encore une fois, collaboration, le but c'est pas de gagner ou de perdre, c'est d'essayer de trouver ensemble la meilleure solution. Si vous en arrivez à demander à votre manager de trancher, c'est que c'est probablement un échec. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre équipe. Donc vous devriez essayer de réfléchir justement comment améliorer ça et comment éviter que ça arrive à nouveau. C'est le jugement de Salomon, si vous vous demandez, qui dit on coupe le bébé, il aura une moitié et tout ira mieux. Et au final, bah, soyez patient et restez zen. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et c'est fini. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des revendications? Oui? Dans les scénarios que tu avais, en fait, la plupart du temps, tu étais en remote. Je me demandais, est-ce que ça n'est pas plus efficace, en tout cas dans ton expérience, d'être présent avec la personne avec qui tu fais la revue, donc d'être sur place? Je sais pas, est-ce que ça marche mieux? Je pense pas que les scénarios que j'avais étaient spécialement en remote. Nous, chez Capcar, on bosse avec des gens à Madagascar qui sont Madagascar. On bosse aussi avec des gens dans les bureaux quand on fait des reviews. Si les gens sont dans les bureaux, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, parce qu'on fait quand même beaucoup de télétravail, bon, bah, on s'assoit ensemble, c'est plus pratique, c'est sûr. S'ils sont à distance, on le fait par vidéo. Si on sait si on est à l'aise pour faire les choses en vidéo, c'est pas très différent. On partage l'écran, on monte le code. On peut même le partager. Il y a Visual Studio Share, Code Share, où on peut avoir tous les deux accès au code en même temps. Du coup, on peut faire des modifs en même temps. Non, il est bleu, non, il est rouge, non, il est bleu, je suis pas d'accord. Il y a des outils pour faire ça aujourd'hui et pour collaborer justement. Je demande parce que souvent, en fait, dans les boîtes, tu es en mix, donc tu as de remote, et puis tu as un jour où tu dois venir. En fait, tu peux choisir le jour où tu veux faire les revues, par exemple, si c'est un jour particulier. Donc toi, tu conseillerais plutôt que ce soit un jour remote, plutôt un jour sur place? Alors, ni l'un ni l'autre, je pense que c'est une super bonne idée parce que du coup, Okay. tu fais une PR et puis c'est pas le jour des reviews. Bon, bah, j'attends 3 jours que ce soit le jour des reviews pour avoir mon résultat alors que ma tâche suivante est basée sur cette PR là. Je dois faire une branche par-dessus la première branche. Donc je te mettais dans un scénario, tu étais obligé de choisir un des deux en fait. Ah, comment? J'étais en train de te mettre dans un scénario où tu étais obligé de choisir un des deux. Et donc tu n'as pas en fait de préférence entre remote et être présent dans ce genre de scénario. Je pense que c'est surtout un scénario à éviter quoi. Parce que sinon tu vas attendre des plombs quoi. Quand il y a une PR qui est prête, il faut faire la review dès que possible. J'en ai parlé. Si tu es en train de faire une tâche, un truc compliqué, complexe, tu vas t'arrêter d'un coup pour faire la review, sauf si c'est vraiment urgent, que c'est important de partir en prod. Mais faut pas laisser les PR traîner parce que celui qui l'a faite, bah, déjà il y a une notion de charge mentale. Tu vois, quand tu as une PR qui est en attente,
tu es là à attendre qu'elle soit reviewée pour pouvoir la merger. T'attends, et pendant ce temps, tu dois la garder en tête, de ne pas l'oublier, parce qu'il n'y a pas de reminder pour te dire dis donc, t'as oublié que tu avais une PR là qui t'attend. Et c'est de la charge mentale, vraiment. Ouais. Comment tu les distribues, les PR? Je ne distribue pas. Les PRS sont là et chacun les prend quand il a du temps. Et... Donc il n'y a pas, tu ne décides pas que tiens, en randonnée, allez vas-y, c'est ton tour de bosser, c'est ton tour de faire un PR sur tel projet, tu n'y connais rien, ce qui peut être pas mal. Ou non, tu le choisis dans ton équipe, donc sinon c'est vous démerdez. Le premier qui décide, là. Vous vous démerdez en fonction du temps que vous avez. Après, effectivement, si dans ton équipe vous travaillez sur des projets différents et qu'il y a des gens qui ne connaissent pas certains projets et qui n'ont jamais travaillé dessus, alors ça peut être une manière de les faire monter en compétence sur le projet, justement, ils vont aller regarder le code, ils vont voir comment ça fonctionne. Ça peut être intéressant. Moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à encourager ça. Après, si tu préfères qu'ils se concentrent sur leur projet à eux et pas sur le reste, bah, tu leur dis non, review pas ça, laissez faire les autres. Après, si un mec qui bosse tout seul sur un projet, et s'il n'y a personne pour review ce qu'il a fait, c'est un peu embêtant quand même. Mais voilà, ouais. J'ai pas trop compris ta bonne pratique sur le checkout de code. Alors, c'est un truc dont tu devais parler dans les slides que tu as zappé, mais checkout le code, ça devrait pas être quelque chose qui fait par ta CI et tes tests pour t'assurer que toi, tu n'as pas besoin de le faire manuellement? Non, la CI, elle va aller contrôler que les tests unitaires passent, que le linter a bien été appliqué ou qu'il n'y a pas besoin de le réappliquer. Quand je dis check out le code, c'est plutôt que d'aller lire le code sur GitHub ou GitLab, où souvent il y a des trucs qui sont fermés, donc tu vois que des morceaux qui ont été modifiés parce qu'il y a autour, et tu peux rater des choses. C'est vraiment check out le code. Tu récupères la branche sur ton poste local, tu ouvres ton IDE préféré, Notepad. Si. Enfin, tu peux aller aussi encore plus loin, et c'est ce que moi on me demandait de faire dans certaines boîtes, et que je pense qu'il faut faire sur des trucs assez complexes, de vraiment runner l'application et la feature pour s'assurer que le mec qui a fait le boulot l'a vraiment fait et que ça marche bien. Parce qu'il y a des mecs qui codent, puis ils disent ouais c'est bon, vas-y le code je connais par cœur, ça va marcher quoi. Soit unitaire, soit d'intégration. Pour Ça du fait front, partie de l'équipe, hein, il y a des mecs qui tu font vois. pas de test du tout. Pour du front, typiquement. Ouais. Pour du front, tu peux pas juste en lisant le CSS, potentiellement tu lis le CSS, mais tu sais pas si le truc il est bien intégré. Parce que là, tu check out le code pour voir si la feature est bien faite. Tu peux avoir ta CI Ça peut être le cas en qui t'affiche un en snapshot, backend, t'as pas besoin de le sortir. Ouais, mais alors ça, c'est là, Machine, là, on parle facilite d'un la truc chose, qui est assez. Tout le monde n'a pas eu de CI qui t'affiche un snapshot, enfin un Ouais, screenshot de ta mais page. on parlait des bonnes pratiques, donc Oui. si on vise vers un idéal, voilà, c'était ça la question en fait. Je comprends mieux. Je voudrais rebondir sur l'avant-dernière question, c'est quand est-ce que tu fais ta PR? Tu as répondu quand tu as le temps. Et ça, c'est que souvent, les équipes, les feature teams, elles ont au-dessus d'elles, avec elles, un PO qui lui a des features à faire passer, et en gros, souvent le métier passe avant, et souvent l'aspect de l'aspect de review. De laisser du temps à faire la review parce que le PO veut que ça avance, il dit ouais le review c'est pas grave. En fait, l'aspect de review de PR est souvent compris comme est plutôt compris comme pas reviewer mais accepter une PR. Et justement, quand tu dis quand tu as le temps, vous n'avez pas plutôt organisé un truc genre il y a X% de votre temps qui est pour la PR ou un système de ça. X% du temps, non, parce que c'est un peu bizarre de faire ça. Tu as des choses qui vont très vite, des choses qui vont moins vite. Il y a des semaines où le code va être facile à review, tu vas passer très peu de temps à la review. Il y a des semaines où il y a des choses très complexes qui vont arriver, tu vas passer énormément de temps à faire du review. Après, tu peux faire de la pédagogie auprès du PO pour lui expliquer, bah non, les reviews c'est important, c'est partie du métier, ça peut prendre du temps. Effectivement, j'ai vu des PO qui disaient, bah dis donc, tu as passé la journée entière hier à faire une review sur une feature. Bah ouais, elle était vachement complexe, ça a pris beaucoup de temps, j'ai relu tout le code, j'ai vérifié que tout était nickel, j'ai lancé le truc, j'ai testé, j'ai fait différents cas de figure. Ouais, ça m'a pris une journée, ouais, et c'est normal. Bah, faut leur expliquer parce qu'ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Il faut prendre du temps pour expliquer, il faut être pédagogue. Ouais. Si on applique tout ce que tu as dit dans ton talk, et j'adhère aux bonnes pratiques, en termes de temps et de recontextualisation quand on fait la review, on n'est pas si loin de passer autant de temps que l'écrire. Est-ce que vous avez essayé du pair programming, envisagé faire du pair programming dans votre société? Et sinon, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça résout
90% des problèmes liés aux reviews. Et si on veut faire des bonnes reviews, c'est quasiment, en termes d'engagement, c'est quasiment la même chose. Même si tu fais du pair, il y a une review. Ouais, mais il y a déjà 2 personnes qui ont écrit le code ensemble, donc tout l'aspect conflictuel, review au moins par 2 pairs, qui est déjà... Une réponse terrible. Une fois dans ma carrière, on m'a forcé à faire systématiquement du pair programming. On faisait tout à 2. J'ai détesté ça. Avoir un mec derrière mon épaule, toujours en train de me faire des remarques, oui, mais alors non, ceci, cela. Et en plus, c'était des mecs super juniors, où ils écoutaient pas un mot de ce que je leur disais. Et c'était systématiquement, bon, c'était ton tour de prendre le clavier, mais en fait, j'aime pas ce que tu fais, je te prends le clavier. C'était affreux. Affreux, affreux, affreux. Ça m'a traumatisé, à vie. Donc moi, pair programming systématique, jamais de la vie. Pair programming pour corriger un bug ou je dois expliquer un truc, oui. De manière systématique, non. Mais bon, après, c'est... Encore une fois, il y a beaucoup d'opinions dans ce que j'ai expliqué ce soir. Hein. Chacun est libre d'appliquer les règles qu'il veut, la manière dont il veut. Un reviewer, 25 reviewers. Vous mettez la barre où vous voulez entre dette technique et rapidité. Vous pouvez dire, allez hop, pas de pair, pas de review, on met tout sur master, pas de test unitaire, c'est la fête. Les linters, oh non, moi j'ai envie de coder comme j'ai envie. Ça marche aussi, hein. Et si vous avez des mecs super seniors et super doués dans votre équipe, bon après, ne jamais avoir de bugs, même avec des mecs super seniors, ça n'arrive jamais, hein, mais vous aurez quand même du code qui marchera assez bien. Pourquoi pas? Chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je vous parle de ce que j'ai vu et de mon expérience. Je vous propose qu'on continue le débat autour des pizzas. En tout cas, merci François. De rien.